Bonjour à tous, c'est Simon et aujourd'hui on va parler de la polémique cosmique qui a entouré le film de Green Knight, de pourquoi il ne faut pas toujours trop écouter les gens qui racontent n'importe quoi sur YouTube et surtout de toutes les problématiques qui ont trait à la distribution des films cinéma en France, en tout cas celles qui sont liées aux deux éléments que je viens de citer. Voilà, alors commençons tout d'abord par rappeler un petit peu les faits. Bien avant même le premier confinement, commence la promotion d'un film qui s'appelle The Green Knight. Le film va déclencher ce qu'on va appeler une bonne grosse hype des familles, parce que ses trailers sont superbes, ses photos et ses affiches sont très engageants. Bref, les cinéphiles et ceux qui connaissent le réalisateur de ce film sont très excités à l'idée de le découvrir. Et puis, au fur et à mesure que le film est d'abord repoussé, puis que la sortie américaine se profile, puis même que la sortie VOD américaine se profile, il semble évident que le film n'arrivera pas au grand écran en France, alors qu'il va être disponible simultanément en piratage, illégalement, en streaming. Ce qui a engendré des réactions outrées d'une partie des cinéphiles qui pour certains se demandaient sincèrement comment ça se faisait qu'un film qui semble intéresser beaucoup de gens n'arrivait pas au cinéma. Et puis pour certains ça a été l'occasion, comme bien souvent, d'accuser, on va dire, l'industrie du cinéma français, plus particulièrement la distribution, d'être incompétente, trop lente, pas réactive, bref, de ne pas comprendre son propre marché, ni ses clients, ni les usagers, ni les cinéphiles. Eh bien écoutez, c'est l'occasion de voir en quoi cette polémique est empreinte d'une immense bêtise, de beaucoup de méconnaissance et de stupidité, mais c'est aussi l'occasion de détailler un petit peu les différentes problématiques de distribution qui y affairent. Regardons un petit peu quels sont les différents acteurs de la situation. Tout d'abord, on a ce film, The Green Knight. The Green Knight, c'est le nouveau film de David Lowery. David Lowery, c'est un excellent metteur en scène américain, metteur en scène que nous avons notamment découvert grâce aux Amants du Texas, qui fut projeté à Cannes, Un certain regard si ma mémoire est bonne. Excellent film, avec Rooney Mara d'ailleurs. Et puis ensuite, il a confirmé avec Peter et Elliot le Dragon, qui est un des rares remakes de classiques Disney à avoir de la valeur, parce que vraiment c'est une très belle surprise, c'est une petite pépite. Et puis il a sidéré énormément de gens avec un film qui s'appelle A Ghost Story, qui est vraiment, alors on va dire, un pur film d'auteur, un film très arty, sur l'histoire d'un fantôme qui est joué par Casey Affleck. Film et encore avec Rooney Mara d'ailleurs. Film assez canon, assez exceptionnel, alors qui a été très peu vu, mais beaucoup apprécié par pas mal de gens qui l'ont découvert. Ensuite, il a réalisé The Old Man and the Gun, qui lui est sorti directement sur Amazon. C'est donc véritablement un metteur en scène relativement confidentiel, mais qui plaît à pas mal de gens, et donc tout simplement, tout le monde était un peu curieux de le voir s'attaquer à un élément très particulier du mythe arthurien, vraiment une fraction du mythe arthurien, tout simplement avec son film The Green Knight, dans lequel il va revisiter ce qui est littéralement quelques lignes de poèmes. Mais voilà, on était tous curieux de voir ce que ça allait donner. Les bandes annonces ont fait dire à beaucoup de gens que ça avait l'air quand même absolument canon, et puis la promotion en général a été très réussie, augmentant encore l'attente autour du film. En parlant de promotion, il faut parler du distributeur international du film, A24, qu'on va appeler ici A24, parce que souvent vous l'appelez comme ça, et puis voilà, qu'on se comprenne bien, et puis au bout d'un moment, quand vous m'avez entendu dire 5-6 fois A24, normalement vos tympans vont imploser. Donc voilà, A24 c'est un distributeur, et parfois producteur ou coproducteur américain, mais essentiellement distributeur, qui s'est taillé, je veux dire, une très grande réputation chez pas mal de cinéphiles, parce qu'en gros, il est un des seuls distributeur de films indépendants qui arrive à obtenir, on va dire, des caisses d'écho promotionnelles comparables à celles d'un petit studio. C'est devenu un fait un peu exceptionnel aux États-Unis. Il y a bien que Blumhouse dans les studios, dans les petites entreprises indépendantes, qui arrivent à générer comme ça des trucs d'électricité. Et encore, Blumhouse a tendance plus que A24, que A24, à s'associer à des gros studios comme Warner en l'occurrence. Donc c'est un studio qui a amené des films en fait que vous connaissez probablement, hein. On va dire des films d'auteurs et un peu de genre des fois américains, comme déjà plusieurs films de Denis Villeneuve, The Rover de David Michôd, Hérédité, Midsommar, The Lighthouse, Uncut Gems par exemple, qui est sorti sur Netflix chez nous. C'est un film qui a été en partie distribué par A24. Bref, c'est une entreprise qui vraiment cible ce type de production, comme c'est, on va dire, une partie qui excite pas mal, pour le dire rapidement, hein, les cinéphiles urbains, le monde du cinéma aussi, hein, tout bêtement. Tout simplement, ils ont un peu pignon sur rue. Et la particularité de A24, c'est qu'ils sont aussi connus pour vendre leurs films très cher. On y reviendra en détail parce que c'est une donnée qui est essentielle et qui a plein de conséquences sur la situation actuelle. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en gros, c'est que avant même le premier confinement, on est déjà très nombreux, on n'est pas très nombreux, mais dans, on va dire, le monde des cinéphiles et des gros cinéphages, c'est déjà un film identifié que pas mal de monde attend. Et ensuite,
maintenant, il faut parler un petit peu de comment fonctionne la distribution dans ces cas-là. Tout d'abord, il faut rappeler un petit peu ce que c'est que le boulot d'un distributeur. Alors bien sûr, s'il y en a d'entre vous qui connaissent déjà très bien cette question, pardonnez les simplifications que je vais faire, ça s'adresse plutôt évidemment à ceux qui connaissent pas bien le sujet et qui seraient curieux d'en savoir un tout petit peu plus. Alors, un distributeur en cinéma, c'est un petit peu la même chose que dans la grande distribution. Le distributeur, c'est celui qui va amener un produit terminé, que ce soit des choux, des carottes ou un long métrage, jusqu'à des clients. C'est littéralement distribuer le film, avec au passage la question de bien sûr comment est-ce qu'on en assure la visibilité, la promotion, parce qu'il faut bien que les clients soient au courant que ces choux, ces carottes ou ce film sont disponibles, et puis également où est-ce que je le place, dans combien de salles, sur combien d'écrans, bref. C'est ça, grosso modo, le boulot de la distribution. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, ce que je viens de vous décrire, c'est un truc très simple, on va dire, pour un film français. Mais les films étrangers, ils n'arrivent pas chez nous par magie. Ils arrivent chez nous parce qu'il y a un distributeur, français ou européen, qui à un moment se dit « Tiens, moi je voudrais acheter ce film dont telle entreprise américaine, étrangère, ce que vous voulez, en l'occurrence dans le cas qui nous intéresse, c'est une entreprise américaine, dont telle entreprise possède les droits. » Et donc là commence une négociation. Parce que sortir un film, ça coûte quand même, ça coûte pas mal de péponnes, ça coûte du pognon. Oui, parce que déjà, il va falloir le placer dans un certain nombre de cinémas, le mettre à disposition, fabriquer des copies, ou créer les possibilités techniques via des serveurs que le film soit disponible. Bref, c'est déjà un investissement. Il va falloir faire de la publicité, parce que si les gens doivent aller voir votre film, c'est parce qu'ils ont vu une bande-annonce, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur YouTube, peut-être partagée par des médias. Il va également d'ailleurs falloir s'assurer que les gens sachent quand ça sort. Donc c'est aussi de l'affichage, c'est de la pub dans des magazines, c'est éventuellement, si on a les moyens pour et si le film, on va dire, est assez puissant pour tenter ça, une tournée promotionnelle avec des comédiens, le réalisateur, le producteur, que sais-je. Et puis, c'est voilà, tous les frais de promo divers et variés qu'il peut y avoir. C'est aussi les frais engrangés pour rendre le film visible même à la presse. Il faut organiser des projections, il faut fabriquer des liens, il faut aussi localiser le film. Il ne faut pas oublier que la plupart des films, étrangers ou non, sont vus en français et ne sont pas vus en version sous-titrée. Donc, et puis même, version sous-titrée, faut bien payer des traducteurs, il faut bien fabriquer des sous-titres. Bref, ce sont des investissements. Du coup, un distributeur, bien sûr, il va acheter des films qui lui plaisent, qu'il aime, pour lesquels il a des coups de cœur, mais surtout, il va acheter des films dont il estime qu'ils ne mettent pas en danger l'équilibre financier de sa société. Et c'est là où la politique de A24 peut poser problème. La France a un statut bien particulier dans le monde du cinéma. Déjà, nous avons la réputation d'être une nation cinéphile. On en pense ce qu'on veut, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un fait. C'est la réputation, c'est l'aura du marché français. Par conséquent, il est appréhendé comme tel par les vendeurs internationaux qui essayent de nous refiler des films. Et plus précisément par A24, qui en plus se dit « Mais attends, la France, c'est le meilleur maillage au monde de salles de cinéma par rapport à la population. Il y a une fréquentation des salles qui est encore énorme par rapport au reste du monde. Rappelez-vous que les chiffres de 2018 et 2019 étaient les plus hauts qu'on ait connus depuis 1966. C'est vous dire à quel point le cinéma est encore en fait bien vivant dans l'Hexagone. Et en plus de ça, A24, ils ont l'habitude de coter très cher leurs films. Et ça, il y a une manière de le voir, de le comprendre. Je vous recommande d'aller jeter un œil à un document dont on vous mettra le lien en description de cette vidéo. C'est tout simplement un passionnant mémoire qui a été publié par la FEMIS, qui est le mémoire de Quentin Paquet. Ça date de 2020 et il étudie en fait littéralement comment fonctionne l'offre et la demande dans la distribution et puis plein d'autres sujets afférents à la distribution. C'est vraiment assez passionnant, c'est très complet, c'est très précis. Et surtout, on y trouve des interviews de distributeurs français qui expliquent très concrètement comment fonctionne leur métier et quelles sont les problématiques auxquelles ils font face. On a notamment des entretiens avec Jean Labadie, qui est le créateur du Pacte, qui est un des plus grand distributeur de films indépendants en France. Et puis il y a aussi Alexis Mas de Condor Film, qu'on connaît bien ici à Écran Large. Et tout simplement, Alexis Mas explique quelles sont les problématiques auxquelles lui il a fait face, spécifiquement avec des distributeurs comme A24 et parfois directement avec A24. Il donne tous les chiffres, il montre en quoi ces distributeurs ont l'habitude de travailler avec d'énormes volumes financiers et c'est la raison aussi souvent pour laquelle il manque de précision, d'ajustement par rapport à la France. Et en fait, il explique très bien que lui, il se retrouve, comme ses confrères, dans une situation impossible, c'est-à-dire qu'il se retrouve face à des films qui leur réclament en droit d'achat 150 000, 200 000, parfois plus encore, euros. Or, eux, ils savent pour arriver à un point d'équilibre financier, ils auront beaucoup de mal à y arriver en dessous de 150 voire 200 000 entrées en salle.
Alors non seulement on est sur des films qui n'ont pas le profil pour réaliser ce type d'entrée, mais en plus de ça, ça veut dire que c'est la mort financière assurée pour ces distributeurs. Donc véritablement, ils n'ont aucun intérêt à aller chercher ces films. C'est terrible à dire, mais si on regarde notamment, comment est-ce qu'on pourrait dire, comment ça se passe le cinéma de David Lowery, vous allez voir, c'est assez frappant. Les Amants du Texas, c'est un film qui n'a même pas fait 20 000 entrées. Peter et Elliot le Dragon, c'est un film qui a fait, si ma mémoire est bonne, 287 000 entrées, ce qui est ridicule pour un Disney, mais vraiment ridicule. Ensuite, vous avez A Ghost Story, c'est moins de 20 000 entrées. Or, imaginez un distributeur qui est face à ça. Il va devoir, sans compter la promo, sans compter les copies, sans compter rien de tout ça, il va devoir débourser 100 ou 150 000 euros, voire beaucoup plus, pour un film A24. Il se dit, au max, même avec un peu de hype, vu ce que les films ont fait avant, si je fais 50 000 entrées, c'est le bout du monde, ça veut dire que j'aurais fait plus du double que certains de ces films. Bon, il sait qu'il est condamné à perdre de l'argent, donc évidemment, il va pas y aller. Alors, voilà, quand vous entendez certains cinéphiles bien en vue, certains cinéphiles vidéo vous dire « Encore une honte du système français », rappelez-vous que non, c'est pas une honte du système français, c'est juste une pratique mathématique basée sur tout simplement comment fonctionnent les spectateurs, mais aussi les salles de cinéma, parce que évidemment, il ne s'agit pas de culpabiliser le public. Déjà, on n'a pas à le faire, ce serait ridicule, ça n'aurait pas de sens, mais il faut bien voir que le distributeur, il est forcé de prendre en compte les habitus de l'exploitation cinéma, parce que c'est pareil, il ne s'agit pas non plus de culpabiliser les gens qui ont des salles de cinéma. Mettons-nous aussi un petit peu à leur place. Imaginons donc que vous êtes un directeur de cinéma, un exploitant de salle, représentatif de ce qui se fait en France. C'est-à-dire que vous avez un écran, peut-être 2, éventuellement 3. Enfin, voilà, la majorité des salles en France, c'est 1, 2, 3 écrans, pas plus. La rentabilité, elle est assez compliquée à atteindre parce que, tout simplement, vous n'avez pas toujours du monde, parce que, vous n'avez que 3 écrans, donc vous ne pouvez pas avoir toutes les sorties du moment. En plus de ça, vous pouvez peut-être pas avoir toujours des sorties nationales, donc vous vous faites déjà un peu ratiboiser par le téléchargement et le piratage. Bon, du coup, si vous n'avez que 3 écrans, est-ce que vous avez vraiment intérêt à aller chercher un film dont tous les chiffres vous indiquent qu'il a très peu de chances de fonctionner chez vous, qui va attirer peu de monde, voire même que peu de gens sauront simplement qu'il existe et qu'il est diffusé? C'est un choix cornélien. Vous avez beau être amoureux du cinéma de David Lowery, le prendre dans votre cinéma, c'est très risqué. Et du coup, on a une espèce de cercle vicieux qui fait que personne n'a intérêt à prendre ce risque, sinon à attendre que le temps passe, que le film perde de sa cote. C'est aussi ce qu'explique extrêmement bien Alexis Mas dans le mémoire qu'on vous a recommandé et qui est en description de cette vidéo. Par exemple, lui a réussi à avoir le film First Cow, mais le film First Cow, qui est très bon d'ailleurs au passage, c'est un film, il a dû attendre que le temps passe, qu'il perde entre guillemets de sa valeur commerciale sur le marché. Il a dû attendre qu'il y ait également d'autres types de diffusion, bref, qu'il ne soit plus, on va dire, une espèce de produit premium vendu trop cher pour le marché français. Alors oui, c'est terrible pour nous cinéphiles, on aimerait bien les voir ces films, on aimerait bien les voir en salle, mais du coup comment faire? Tout d'abord, arrêtons d'accuser les petits représentants de l'industrie qui se battent pour vivre et pour amener des films sur les grands écrans, arrêtons de les accuser de mal faire leur taf, premièrement. Ils le font du mieux qu'ils peuvent. N'espérons pas non plus que les gros distributeurs, les entreprises puissantes, les TF1, les M6, les SND, les Pathé, les Gaumont, se lancent dans ce type de distribution, précisément parce que ça ne les intéresse pas. Bien sûr, ils auraient les moyens de le faire, bien sûr, ils pourraient y aller par bonté d'âme. Littéralement, ça ne les intéresse pas, et si c'était des domaines dans lesquels ils avaient envie de se pencher, ils l'auraient fait il y a longtemps. Inutile donc d'en appeler à leur grande bonté d'âme artistique, ça n'a économiquement et on va dire en termes de projet éditorial, pas de sens. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir ces films quand ils sortent. C'est se les acheter quand ils sortent en vidéo. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas tous les moyens de dépenser. C'est vrai. Donc évidemment, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est pas grave, encore une fois, la question n'est pas de culpabiliser les gens. Mais si vous pouvez de temps en temps, vous achetez un film, posez-vous toujours la question du poids de votre achat. De quel film vous allez valoriser. Ou de quel film même vous êtes prêt à risquer, à tenter de le voir et éventuellement d'ailleurs d'être déçu. Mais c'est une vraie question en fait. Votre ticket, c'est un peu un bulletin de vote. Et c'est bien la seule chose qui peut faire gagner, on va dire, en attrait commercial, en valeur commerciale à ces œuvres-là, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui les voient. Mais aussi de plus en plus de gens qui en parlent. Parce que on a beau jeu de s'exciter sur Twitter, de s'énerver 2 fois par an parce qu'un film ne sort pas, mais il faudrait peut-être tout simplement déjà le partager, le montrer à nos potes, ne pas arrêter d'en causer, répéter inlassablement, dire et redire qu'on les a vus, qu'on les a revus, qu'on les a prêtés, qu'on les a visionnés, qu'on les a montrés à nos amis, et tout simplement les faire exister, de manière à ce que, oui, des gens se disent, tiens, je vais peut-être tenter ça.
Tiens, je devrais peut-être faire une sortie événementielle. Tiens, je devrais peut-être faire des avant-premières. Tiens, je devrais peut-être faire une sortie classique. Parce que oui, effectivement, pour au moins encore quelques années, on verra si ça dure ou pas, actuellement, c'est bien la salle qui événementialise l'existence d'un film. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai cité The Old Man and the Gun de David Lowery. Vous en avez peut-être même pas entendu parler, quand bien même vous connaissez ses précédents films. Bref, il faut que nous nous emparions des œuvres que nous voulons voir, et certainement pas en encourageant le téléchargement, et certainement pas en commençant à accuser des professionnels de l'industrie qui se battent de mal faire leur travail. Parce que tout simplement c'est stupide. Et sachez en général, je vous le dis souvent, mais il faut quand même bien s'en rappeler, quand vous lisez ou quand vous entendez quelqu'un vous expliquer combien l'industrie, combien le secteur français du cinéma fait mal son travail, fait n'importe quoi, a un comportement honteux et finalement abîme le cinéma, bah, sachez qu'en général, vous écoutez soit quelqu'un qui vous ment, soit quelqu'un qui est en train de vous contaminer de son ignorance. Il faut le savoir. Et puis, enfin son ignorance, peut-être même par son insincérité. Vous savez, les gens là qui ont hurlé contre les distributeurs et qui ont dit « Eh ben dis donc, le téléchargement a encore été plus efficace ». Vous les avez entendus, très souvent, s'agacer sur tous ces grands films qui ne sortent pas en salle, parce qu'il y en a beaucoup. Rien qu'assez récemment, on a eu des films comme Traîner sur le bitume, on a eu des films comme Sur les chemins de la rédemption, 2 chefs-d'œuvre qui ne sont pas sortis en salle de cinéma. Moi, je ne les ai pas beaucoup entendus, en tout cas, ça n'a pas déclenché d'incroyables débats cinéphiles sur Twitter. Donc oui, effectivement, il faut peut-être choisir nos combats et effectivement s'emparer du cinéma un peu mieux et un peu moins dans la polémique à 2 balles. D'ailleurs, une dernière chose, vous avez entendu beaucoup de gens hurler sur le fait que Spencer, le nouveau film de Pablo Larraín, avec Kristen Stewart dans le rôle de Lady Diana, ne sorte pas en salle? Vous les avez entendus crier au scandale sur le fait que ce film, à la promotion splendide, au trailer incroyable, arrive chez Amazon? Moi, je ne les ai pas entendus. C'est bizarre. Bref, on espère que cette vidéo, ce petit point sur les problématiques et le fonctionnement de la distribution vous auront intéressé, que ça vous aura semblé pertinent, que ça vous aura donné envie qu'on en cause un petit peu plus et qu'on aborde d'autres aspects de ces métiers-là, de ces business. En tout cas, nous, on a pris grand plaisir à revenir un petit peu à tête reposée sur cette polémique et sur cette situation avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à Écran Large, n'hésitez pas à nous soutenir, il y a même un petit lien en description de cette vidéo qui vous explique comment faire. Nous, on espère que ça va, que la rentrée s'annonce bien, on pense bien à vous, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Stop.